Diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10 h à 11 h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Media Portis-Guérin, avec aujourd'hui Claude Courteau à la technique et préparé par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez dans 50 minutes pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra Judith Revel, qui prolonge un travail de longue haleine sur l'œuvre de Michel Foucault, dont elle décrit la pensée du discontinu. Le fragmentaire et le discontinu sont d'ailleurs les maîtres mots d'une semaine sur les présocratiques, puisque nous n'en possédons presque rien. C'est ainsi. L'aurore du monde, le petit matin de la pensée est comme un vieux rayon de soleil ou la vaillante lumière d'une étoile morte, dont l'éclat nous enchante mais nous déconcerte, parce qu'avant de nous parvenir, il a été réfléchi 1000 fois. Après Parménide et Héraclite, avant Démocrite et Heidegger, c'est au tour d'Empédocle de ressusciter ce matin, grâce au sortilège du chaman Jean-François Ballaudet, le thaumaturge de ce matin qui dirige l'UFR, lettres, philo, art du spectacle, sciences du langage et langues anciennes à l'université Paris-Ouest La Défense et qui signe chez Grasset dans la belle collection du Collège de philosophie un livre excellent intitulé « Le savoir-vivre philosophique, Empédocle, Socrate, Platon ». Bonjour Jean-François Ballaudet. Bonjour Raphaël Antoine. Bonjour, bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est toujours une joie de vous accueillir pour y parler aujourd'hui d'Empédocle. J'ai parlé de vous comme d'un thaumaturge. Il faudrait le faire d'abord d'Empédocle, dont la légende qui l'entoure veut qu'il soit, entre autres, on parle de lui comme d'un démocrate exilé, du suicidé le plus célèbre de l'Antiquité, puisqu'il s'est jeté dans un volcan, on en reparlera, mais également comme d'un chaman. Est-ce que vous souscrivez à cela ? Chaman ne me convient guère. Effectivement, l'épithète lui a été accolée au XXe siècle à plusieurs reprises, dans une perspective qui peut être remise en question d'emblée, si je peux me le permettre dans le cadre de notre émission. Ça n'est pas une épithète, à mon avis, qui convient très correctement pour décrire le personnage d'Empédocle, dans la mesure où cela supposerait, disons, que Empédocle s'inscrive dans une lignée, qu'il soit l'ultime représentant d'une tradition qui aurait connu un certain nombre d'autres représentants, dont Pythagore, entre autres. Bon, je penserais plutôt pour ma part que Empédocle est une figure très complexe, à la fois archaïque par certains côtés, mais très moderne par d'autres. Et plutôt que de l'assimiler, disons, au chamanisme, je préférerais voir en lui quelque chose d'assez proche de ce que Nietzsche présentait quand il voyait en lui l'homme agonal, celui en qui se conjoignaient les traditions les plus anciennes de la Grèce et sa modernité. Donc d'un côté un certain aristocratisme, ou un véritable aristocratisme, de l'autre un démocratisme, d'un côté l'orgiasme, de l'autre la raison, même si ces catégories elles-mêmes devraient être questionnées, même si la lecture de Nietzsche n'est pas sans poser problème dans le Il y a toujours une illusion rétrospective dans la lecture qu'on propose des présocratiques. C'est pour ça que je parlais de chamanisme tout à l'heure, parce que les textes dont on dispose donnent le sentiment d'une incantation. Faute peut-être d'être pleinement intelligible selon les catégories dont nous disposons aujourd'hui pour les expliquer, Jean-François Ballaudet. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sensibilité spontanément incantatoire qui est demandée presque aux lecteurs de ces fragments, tout de même. Oui, c'est vrai. J'ai sous les yeux, dans la traduction de Jean Bollack, là, le fragment 111, selon la numérotation traditionnelle d'Hilskrantz, qui est le fragment 12 pour lui. Et ce fragment, effectivement, est assez saisissant, qui dit « Les remèdes, tant qu'il en est contre les maux, les secours contre la vieillesse, tu sauras tout cela. Pour toi seul, j'accomplirai tout cela. Tu arrêteras la force des vents infatigables qui se déchaînent contre la terre et de leur souffle anéantissent les cultures. S'il te plaît,
tu ramèneras au contraire les brises contraires. De la pluie noire, tu feras la sécheresse favorable aux hommes. De la sécheresse torride, tu feras les flots nourriciers d'arbres qui habitent les terres. Tu ramèneras de chez Hadès la force d'un homme trépassé. Bon, quelle hubris, n'est-ce pas? Effectivement. Quelle démesure. Oui, un fragment comme celui-là a prêté à nombreuses interprétations controverses dès l'Antiquité et aujourd'hui encore. De quoi s'agit-il, effectivement? Est-ce que donc on peut revenir à cette question initiale? Est-ce que c'est l'ultime trace au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ d'une tradition, disons, qu'on pourrait dire rapidement chamanique? S'agit-il d'autre chose? Je suis plutôt enclin à penser qu'il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que le pouvoir thaumaturgique que semble s'auto-reconnaître Empédocle, ce pouvoir thaumaturgique est en réalité appuyé sur un savoir de la totalité, un savoir physique qui est on ne peut plus moderne. Voilà. Et par conséquent, il y a d'emblée une équivoque, mais c'est l'équivoque riche dont joue Empédocle, une équivoque entre ce qu'il paraît être, hein, ce magicien, ce sorcier, et ce qu'il est réellement, c'est-à-dire en fait un homme, là encore pour utiliser une catégorie anachronique. Vous avancez beaucoup en disant ce qu'il est réellement quand même, hein, Jean-François Ballaudet. Je parle de son point de vue. Ouais. Oui, bien sûr. Ce qu'il est réellement selon lui, c'est-à-dire un homme de savoir, un homme qui va enseigner à son disciple Pausanias, dans ce poème Periphuséos, titre traditionnel, qui va donc enseigner à son disciple, et partant à tout lecteur ou tout auditeur de son poème, la manière d'entrer dans l'intelligence du tout, la manière d'habiter le tout, qui donnera ce pouvoir sur la totalité. Et au bout du compte, on retrouve cette figure thaumaturgique, mais qui n'est pas appuyée sur des procédés de sorcellerie, hein, encore pour parler vite, mais sur des analyses rigoureuses, enfin, dans la perspective d'Empédocle, là encore, des analyses rigoureuses sur la manière dont la totalité des choses se constitue. Et là, il y a de sa part une hypothèse physique forte qui est le point de départ de tout. Mais c'est ici qu'il y a du miraculeux, non pas au sens où le miracle serait ce qui déroge à l'ordre de la nature, mais au sens où le miracle serait la nature telle qu'elle est, Empédocle. Est-ce que, à travers toutes les interprétations qu'on a pu proposer d'Empédocle, il n'y en a pas, disons, une qui serait comme la ligne de force, le point commun à tous, en fond? Est-ce que tout le monde ne tombe pas d'accord pour dire qu'Empédocle est le philosophe de la dyade entre la haine et l'amour, ou la haine et l'amitié, et qu'au fond de ces deux éléments constituants, Empédocle, du jeu, de l'entrelac de ces éléments, Empédocle établit une ontologie qui veut être fidèle justement à la réalité, qui veut en restituer à la fois ce qu'elle est, ce qu'elle devient, d'où elle vient, et être finalement le contemporain du mouvement par lequel elle se déploie. Oui, c'est juste. Il y a disons de sa part, une intuition fondamentale qui est au fond sa réponse à Parménide, hein, certainement. Même s'il ne faut pas non plus, là encore, s'imaginer qu'un penseur comme Empédocle n'a eu de cesse de répondre à son prédécesseur. Il y répond de fait, mais il y a une autre démarche dont je parlerai peut-être, ou j'essaierai de parler un peu plus tard. Mais enfin, en un sens, sa réponse à Parménide est oui, en effet, que ce qui est principiel, c'est une forme de, vous parlez de dyade, une forme de dualité, de principes s'opposant éternellement, qui sont l'amour et la haine, et qui, en quelque sorte, par leur affrontement perpétuel, incessant, conduisent aux combinaisons, recombinaisons, liaisons, déliaisons de toutes choses, qui expliquent le devenir du monde, ou qui peuvent rendre compte du devenir du monde, et qui éventuellement même pourraient rendre compte de la manière dont nous, les hommes, aurions à vivre, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un message éthique qui est également construit à partir d'une analyse physique, mais effectivement, au point de départ de tout est cette intuition d'une opposition irréductible de deux puissances qui sont l'amour et la haine. Vous parlez d'opposition. Est-ce qu'il faut parler d'opposition ou est-ce qu'il faut parler de contradiction, Jean-François Ballaudet? Parce que hier, on parlait avec André Lax d'Héraclite, se posait la question de savoir si qui de Hegel ou de Nietzsche était le meilleur interprète d'Héraclite. Enfin, c'était implicitement la question, le sens du débat qu'on avait avec André Lax hier. Et
et la lecture que André Lax en proposait, était de dire que Héraclite était vraiment le penseur, en tout cas l'un des premiers penseurs, d'une contradiction dynamique où les contraires s'appuient finalement l'un sur l'autre pour expliquer le devenir. Le fait premier serait la contradiction, l'agonistique héraclitéenne, plus que le devenir ou la fluence comme telle. Est-ce que, en ce qui concerne Empédocle, l'amour et l'amitié s'opposent de manière frontale, sans pouvoir s'entendre, au fond, sans qu'il y ait d'amitié entre les deux, ou est-ce qu'il y a une contradiction qui justifierait le dynamisme, l'émergence des choses? Comment penser ce couple? Est-ce qu'ils se tiennent la main ou est-ce qu'ils se tapent dessus? Ils ne se tiennent pas la main. Assurément non. Alors, le rapprochement que vous faites avec Héraclite est très intéressant. Il a été fait pour la première fois par Platon dans le Sophiste, qui associe les deux figures, enfin sans les nommer, mais de manière transparente, il renvoie à eux en parlant des muses d'Ionie et des muses de Sicile, Héraclite d'un côté et Empédocle de l'autre. Cela n'est transparent qu'à l'érudit, ce qui dit la nécessité d'ailleurs de l'érudition, quand même. Allez-y Jean-François. Certes. Et il les associe, au fond, en considérant que leur position est très proche l'une de l'autre. La différence qu'il voit entre eux est une différence d'expression avant tout. Il ne parle pas par hasard de muse d'Ionie et de muse de Sicile. Il appuie, lorsqu'il évoque ces deux figures dans le Sophiste, il insiste sur la différence d'expression, du mode d'expression. Et ça conduirait éventuellement à des réflexions assez intéressantes sur la poétique à l'œuvre dans l'écriture de chacun de ces deux philosophes. Enfin, toujours est-il que, voilà, Platon considère que la muse d'Ionie est plus tendue et la muse de Sicile, ou les muses de Sicile, sont plus relâchées. Sicile, c'est Empédocle. C'est Empédocle. C'est Agrigente. Voilà. Et pourquoi plus tendu, plus relâché? C'est qu'au moins sur le plan de l'expression, il pense le jeu du même et de l'autre. Héraclite pense le jeu du même et de l'autre dans une sorte d'opposition simultanée ou de contradiction. Dans le cas d'Empédocle, au moins sur le plan de l'exposition, c'est à un affrontement par domination successive que nous semblons avoir à faire. Donc tantôt, et effectivement ça correspond très exactement aux formules d'Empédocle, celles que nous avons dans le fragment B17 en particulier, le grand fragment liminaire, où il parle d'une alternance, tantôt. Tantôt on va vers l'un, tantôt on va vers le multiple, tantôt haine l'emporte, tantôt amour l'emporte. C'est sa manière, effectivement, de penser ce mouvement indéfini d'opposition entre l'amour et la haine, sans qu'il y ait, au fond, en tout cas dans la manière dont il pense la chose et dont il l'a dit, sans qu'il y ait simultanément présence de l'amour et de la haine dans le même être. Mais au fond, si un être est configuré comme il l'est, c'est par le jeu de ces oppositions successives, mais décalées, de l'amour et de la haine. Quand l'amour construit, il impose sa loi d'harmonie à la haine, qui ipso facto se trouve rejetée à la périphérie de cet être. Et au fond, le dépérissement d'un être, c'est le moment où la haine va à nouveau reprendre pied dans l'être en question et commencer à dissocier ce que l'amour aura produit. Donc c'est bien d'une alternance qu'il s'agit. On va entendre tout de suite le passage auquel vous faites référence, c'est Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute la semaine, dont la voix présocratique et antédiluvienne nous accompagne toute la semaine, qui le lit. Et on va entendre ce passage et ensuite entendre son explication de texte par Robert De Niro dans Frankenstein, le film de Kenneth Branagh. Écoutez. Allons, écoute-moi. L'étude rend plus sage. Comme je le disais déjà auparavant, annonçant mon projet, je tiendrai 2 discours. Tantôt augmente l'un jusqu'au point d'être seul à partir du multiple, et tantôt de nouveau il se divise. Ainsi de l'un sort le multiple, et feu, et eau, et terre, et air, eau, et sans borne. En dehors d'eux, la haine funeste exerçant dans toutes ses directions une pression égale. Et parmi eux, l'amour, égal et en longueur et en largeur.
Vois-le des yeux de l'intellect et ne reste pas là, le regard étonné. C'est lui qui s'enracine au fond du cœur des hommes, qui en eux insinue d'amoureuses pensées et leur fait accomplir les besognes d'amour. On lui donne les noms de joie et d'Aphrodite. Jusqu'ici, nul mortel ne l'a de ses yeux vu circuler parmi eux. Mais toi, prête une oreille attentive aux propos non trompeurs que j'enchaîne, car tous les éléments sont égaux et sont nés chacun en même temps. Cependant, chacun d'eux remplit son propre rôle et a son caractère. Chacun, à tour de rôle, au cours du temps, l'emporte. Outre ceci, ni rien ne naît, ni rien ne meurt. Car s'il s'était trouvé sans cesse corrompu, il ne posséderait plus l'être maintenant. Quelle chose pourrait bien accroître le tout, et d'où donc viendrait-elle? Dans quelle direction se pourrait accomplir la destruction du tout, puisqu'il n'est pas d'endroit qui soit vide de choses? Ils sont donc seuls à avoir l'être, et dans leur course, par échange mutuel, ils deviennent ceci ou cela, demeurant continuellement semblables. Vous avez assassiné mon frère, avouez-le. Je l'ai pris par la gorge d'une main. Il ne pesait rien, c'était facile de le soulever de terre. Et lentement, je lui ai broyé le cou. Et à l'instant où je le tuais, c'est ton visage que je voyais. As-tu jamais songé aux conséquences de tes actes? Tu m'as donné la vie, puis tu m'as abandonné à la mort. Tu crois que moi je fais le mal? Puis-je faire quelque chose? Voici ce que je veux que tu me donnes. Une compagnie. Une compagnie? Une personne amie. Je veux une femme. Une femme qui soit comme moi. Ainsi elle ne me haïra pas. Comme vous. Oh Dieu, si vous saviez ce que vous demandez. Ce que je sais, c'est que pour vivre en sympathie avec un seul être humain, je serais prêt à faire la paix avec tous les autres. J'ai en moi une puissance d'amour que toi, tu es à 100 lieues d'imaginer. Et une violence et une rage que tu n'arriverais pas à concevoir. S'il m'est interdit de satisfaire l'un, je t'avertis que j'assouvirai l'autre. Alors voilà donc comment la créature de Frankenstein se retourne contre son maître en faisant valoir en elle la présence simultanée de la haine qui lui vaut de broyer des coups et de tuer tout ce qu'il voit, et en même temps la possibilité d'un amour qu'il suffirait d'exaucer pour qu'il fasse la paix avec le reste de l'humanité. Est-ce que ça colle, ça, Jean-François Ballaudet? C'est un rapprochement inattendu pour moi, mais assez magnifique, oui. C'est vous qui avez parlé de modernité, hein. On emploie cette notion dans un sens non réflexif et on lui met le sens qu'on veut, mais quand même. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça marche. Le rapprochement est assez éclairant, en effet, en un sens. Je disais il y a quelques minutes que l'être constitué grâce à l'action formatrice d'Aphrodite ou d'amour, c'est la même réalité pour Empédocle. Cet être était gagné sur un fond de haine, hein, en grec naïkos. Cette haine se trouvait en quelque sorte écartée par le fait même de l'action artisane d'Aphrodite. Et dans sa constitution, donc, l'être qui naît est un être d'amour. Mais, bien entendu, il n'est pas qu'amour, puisque dans la physique empédocléenne, l'ensemble des réalités se trouve constitué selon des proportions diverses, avec une présence ou non de l'ensemble des puissances en question, mais un être se trouve donc constitué à partir d'une combinaison d'éléments, selon la terminologie fixée par Aristote, de puissance, de racines, préfère dire Empédocle, ou dit Empédocle de fait,
l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc tout être est composé ainsi, et la liaison est fournie par cette mystérieuse puissance qu'est l'amour. Mais une fois que cet être est constitué, il est en échange, en relation avec le milieu extérieur. Il faut rendre compte du multiple. Oui, et il en rend un compte de cette manière-là. C'est-à-dire il en rend compte, étant donné la diversité phénoménale, elle ne peut être constituée que l'effet de la combinaison de plusieurs. Pas en nombre infini, nous ne sommes pas encore dans l'atomisme, mais en nombre limité. Les 4 éléments que Platon validera, et ensuite Aristote. Platon dans le Timée, Aristote dans sa physique. Ces êtres constitués d'amour et formés des 4 éléments en proportion variable sont donc en échange avec l'extériorité, où se trouve toujours et en permanence la haine. La communication avec l'extérieur fait donc immédiatement, ou une fois l'être constitué, fait donc revenir vers l'être constitué par l'amour l'ensemble des forces agissantes à l'extérieur, parmi lesquelles la haine. Et donc effectivement, un être constitué, qui est un être d'amour, est aussi traversé par d'autres puissances, par les autres puissances, à commencer par la haine. Et au fond, le problème d'Empédocle, selon moi, est avant tout de résoudre cette difficulté qui est de penser comment l'homme, formation amoureuse la plus aboutie de tous les êtres qui existent, parce qu'il pense, parce qu'il peut connaître, comment l'homme peut aussi, et peut-être plus souvent encore, manifester cette propension à la violence et à la destruction. Est-ce que ce schéma, Jean-François Ballaudet, ne se retrouve pas à travers vraiment toute l'histoire des idées? Je sais pas moi, chez Plotin, donc on est au IIIe siècle, toute réalité procède de l'un, descend de l'un jusqu'à la matière. Alors donc, la question se pose de savoir si chez Plotin la matière procède de l'un ou pas, ce qui pose des problèmes sans fin. C'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. On a déjà beaucoup parlé de ça d'ailleurs au Nouveau Chemin. Mais enfin, toute réalité procède de l'un, et en même temps il est toujours possible à tout être de se convertir, c'est-à-dire d'emprunter, mais cette fois-ci, comme dirait l'autre, la route est droite mais la pente est forte, mais on peut aussi l'emprunter pour la remonter. Et donc, il est toujours possible à un homme de substituer à la procession le mouvement de conversion qui le ramène à l'unité perdue. Le sac et le ressac de la mer fonctionnent de la même manière. La mémoire et l'oubli fonctionnent de la même manière. Est-ce qu'au fond, Empédocle ne délivre pas la première formule d'un paradoxe ou d'une mobilité permanente ou d'un aller-retour permanent de l'un au multiple, de la mémoire à l'oubli et de l'oubli à la mémoire, et de l'amour à la haine, tout simplement? Oui, c'est-à-dire que sur le plan, là encore, le plan général de la physique, ce mouvement perpétuel est présent et il ne connaîtra pas de fin, parce que aucune des puissances ne se retirera. Donc il n'y a pas de téléologie chez Empédocle, il n'y a pas de finalité à l'œuvre dans le monde. Néanmoins, si peut-être. Bon, pour entrer dans le détail, on entrerait dans des controverses sur la reconstitution de la physique empédocléenne. Il y a en gros 2 formes d'interprétation de cette physique. L'une qui voudrait que le mouvement du tout soit un mouvement cyclique qui irait d'une unité parfaite vers une pluralité absolue et retour vers l'unité, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la lecture du fragment que l'on a entendu tout à l'heure, la lecture est puissamment cosmologique et considère que les cycles dont il est question sont des grands cycles. Mais on peut faire une autre lecture, et c'est celle qu'a défendue Jean Bollack et à laquelle, dans ses grandes lignes, j'adhère pour ma part. On peut faire une autre lecture de la physique empédocléenne qui considère qu'il y a un point de départ, parce qu'Empédocle en parle assurément, il l'appelle Sphairos. Il y a un état d'origine qui est une sphère parfaite, énoncée au masculin, c'est très singulier, qui éclate sous l'action du Neikos, qui, la première fois, entre, pénètre et brise cette unité originaire et fait advenir cette multiplicité
les quatre puissances élémentaires naissent de cela. L'amour se confondait avec le sphéros, et donc ainsi commence le devenir. Et dans la lecture donc non cyclique que l'on peut défendre de la physique empédocléenne, l'on est amené à considérer que tout le devenir est un mouvement vers la reconstitution de l'unité éclatée, mais un mouvement indéfini. Oui, donc la quête nostalgique à l'avance d'un paradis perdu. Cela peut se retraduire ainsi, oui, effectivement. Fixé dans l'épaisse enveloppe de l'harmonie, le sphéros est joyeux dans sa révolution solitaire. Il n'y a ni discorde, ni luttes indécentes dans ses membres, mais lui est égal en tous sens, semblable à lui-même, et absolument sans limite. Circulaire sphéros, joyeux dans sa révolution solitaire. Car on ne voit pas deux branches s'élancer à partir de son dos, il n'a pas de pieds, pas de genoux agiles, pas d'organes génitaux, mais il est sphérique, en tous sens égal à lui-même. Jean-François Ballaudet, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est d'Empédocle que nous parlons, à mi-chemin, très exactement d'ailleurs, d'une semaine sur les présocratiques, puisque nous sommes à la moitié d'une émission qui est elle-même à la moitié de la semaine, et ça tombe bien puisqu'on en revient au début, c'est-à-dire au sphéros empédocléen, étrange entité close sur elle-même et qui pour autant donne le jour, et il se pose ici toujours la question de l'engendrement du multiple par l'unité. C'est la version empédocléenne de ce paradoxe, une unité donc close sur elle-même, parfaitement circulaire, qui pourtant donne le jour à la multiplicité. On a l'impression d'un tout amour où finalement entrera la division, la cassure, l'action, la passion, la lutte et le multiple. Jean-François Ballaudet. Oui, c'est exactement cela. L'irruption du neikos dans le sphéros fait advenir le devenir, fait advenir le multiple. Ce n'est pas par la volonté ou par la nature même du sphéros que le multiple advient, c'est par l'intervention donc d'un deuxième principe, puisque sphéros est tout entier unifié par l'amour qui règne en lui sans partage. C'est l'irruption de l'extérieur de ce neikos, de ce principe de différenciation qui produit le devenir. Et donc voilà, la lecture que fait Empédocle du devenir du monde et découle de ce récit primordial et le sens qu'il donne au devenir. Et donc, encore, c'est une version possible de la physique empédocléenne. Le sens du devenir est de reconstituer cette unité perdue, qui ne se donne jamais comme telle, car il n'y a jamais que des unités reconstituées, qui ne sont que en quelque sorte des analogues de cette unité originaire, mais vers laquelle nous tendons, parce qu'Aphrodite est là, à l'œuvre, pour tenter de recomposer sa belle œuvre initiale. Oui, mais ça c'est très bien. Mais on la remercie. Sauf que Empédocle reste, à vous en croire, Jean-François Ballaudet, étonnamment silencieux quand même sur la raison ou la force qui a conduit l'unité à se morceler de cette façon. Qu'il parle du processus de recomposition indéfinie, asymptotique, qui conduit le devenir à tendre vers l'un dont il est finalement l'expression, et de ces unités qui sont le souvenir d'une unité primordiale. On reviendra d'ailleurs demain, en parlant de Démocrite, sur le statut de l'unité, la question de l'atome. Mais reste que le morcellement en lui-même demeure énigmatique, non, Jean-François Ballaudet? Mais qu'en dire de plus? A-t-on pu jamais rendre raison du mal et de son principe, sauf à le désigner? On ne peut pas rendre raison de cette irruption du neikos. On ne peut que la constater, la déplorer. Et effectivement, la dimension éthique, disons, du discours empédocléen va porter largement sur cette déploration, autour de cette déploration, sur un enjeu qui serait précisément l'évacuation dans la vie des hommes de la puissance du neikos. Donc on ne peut que aller la contre, sans pouvoir rendre compte
du Naïkos comme tel. On ne peut que le désigner et on ne peut en rendre compte. C'est au fond un problème auquel toutes les métaphysiques se sont heurtées et pour lesquelles elles n'ont pu construire que des solutions à chaque fois bancales. Si vous parliez de Plotin. Plotin, c'est exemplaire, puisque Plotin, soit c'est un monisme, auquel cas il inclut le mal. Absolument, et ce n'est plus le mal. Et ça n'est plus le mal. Soit c'est un dualisme, auquel cas l'un n'est pas tout. Et dans ce cas, on met en péril, en quelque sorte, l'hypothèse métaphysique fondamentale qui est celle de la procession universelle de toute chose à partir de l'un. À partir de l'un. Et la solution de Plotin ne manque pas de beauté d'ailleurs, puisqu'il dit le mal est un esclave enchaîné, mais dans des chaînes en or. Oui. Donc il y a une espèce de compromis ad hoc qui s'opère chez Plotin dans les Énéades pour justifier la présence du mal tout en préservant l'unité de l'un. Et alors, on peut parler de... Parce qu'en philosophie, c'est toujours intéressant quand on fait de l'histoire de la philosophie de découvrir de découvrir non seulement des échos de l'expérience ordinaire dans les textes lointains, mais de découvrir aussi des constantes, des modèles, des paradigmes constants à l'insu même de ceux qui les mettent en évidence. Est-ce que là, on a vraiment un paradigme, une figure, un modèle, un dispositif récurrent jusqu'à Leibniz, c'est la question de l'harmonie préétablie, par exemple? Bien, dans le cas du schéma empédocléen, vous parliez de dyade au départ, on peut parler de dualisme. Effectivement, on a le modèle d'une métaphysique dualiste qui s'assume comme telle. Effectivement, c'est là le point de départ. Et c'est de ce point de vue, antiparménidien, puisque voilà, la seule réponse, en même temps qu'Empédocle pose un sphairos originaire, en même temps qu'il fait cela, il ajoute que Naïkos était à la périphérie, prêt à s'emparer de ce Naïkos et à le détruire. S'il y a une périphérie, c'est bien que le sphairos n'est pas tout. Effectivement. Il est un tout, oui, mais il n'est pas la totalité. Effectivement, il a un dehors. Oui, il a un dehors et c'est parce qu'il est contradictoire au fond de poser un sphairos qui serait tout, puisqu'il n'est pas posé comme infini, qu'il est nécessaire qu'autour de sphairos soit le Naïkos. Donc il était nécessaire que le sphairos éclate. Quand j'entendis, silencieux sous les portiques, la foule en révolte pousser ses plaintes dans la nuit, puis, las de vivre, se jeter par les champs et détruire de ses mains ses propres maisons avec les temples abandonnés de dégoût, quand je vis les frères se fuir et les amants passer sans se voir, le père ne plus connaître son fils, les paroles des hommes et la loi humaine cesser d'être comprises, l'effroi me saisit avec le sens de ces choses. C'était son Dieu qui se séparait de mon peuple. Je l'entendis qui partait. Je levai les yeux vers l'astre muet d'où il était descendu, et j'allais m'offrir en expiation. Ce fut encore de beaux jours une abondance, et même il parut enfin comme un renouveau, et au souvenir de l'âge d'or où régnait seule la confiance, matin limpide et fort, se dissipa du peuple à moi le terrible ressentiment, et des liens solides, librement nous unirent, et de toute vie nous invoquâmes les dieux. Tout est accompli. Désormais, je n'appartiens plus aux mortels. Ô consommation de mon temps, ô esprit, toi qui nous as nourris, toi qui règnes en secret au plein jour et dans la nuée, ô toi, ô lumière, et toi la terre, ô ma mère, me voici, serein, puisque mon heure m'attend. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient de 1000 feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles, enroulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes
et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Jean-François Ballaudet, Empédocle est l'un des philosophes des vies antérieures. Comme si dans ce monde dont on ne sort pas, il y avait une sorte... Alors, je n'emploie pas ce terme, ou plus exactement, je sais qu'il est impropre pour qualifier la pensée d'Empédocle, mais la tentation est grande quand même de parler ici de métempsychose chez Empédocle. Je précise que le premier texte qu'on a entendu n'est pas d'Empédocle, mais de Hölderlin, qui décrit Empédocle devant le volcan, sur le point de se jeter dans l'Etna, et donc de mettre un terme à ses jours. Et donc, évidemment, intervient tout de suite la question des vies antérieures, c'est-à-dire également des vies futures. Empédocle est celui qui permet de penser que l'existence d'un individu ne s'arrête pas à sa vie, finalement. Et en même temps, oui, en un sens, en raison de certains fragments et de la manière dont certains textes qui sont pour nous des fragments et de la manière dont ils ont été interprétés très tôt dans la tradition antique, par les platoniciens en particulier. Je vais y revenir. Mais de notre côté, si l'on s'appuyait sur un certain nombre de fragments physiques, ce que vous venez de dire pourrait être d'emblée évacué, car Empédocle, dans sa physique, dit expressément qu'il n'est de naissance pour aucune chose et il n'est de mort pour aucune chose. Pourquoi ? Car rien n'est en vérité que transformation d'éléments, agrégation, désagrégation d'éléments. Donc en un sens, si je m'appuie sur le contenu dur de la physique empédocléenne, nous ne sommes pas des individus, mais des formations élémentaires combinées d'une certaine façon à un certain moment. Bon. Parce qu'il veut penser, ce faisant, ce disant, il veut penser l'unité de toute chose. Il veut d'abord montrer qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre cette table et nous et le ciel. Ce n'est jamais que de l'élémentaire autrement combiné. Donc il y a cela chez Empédocle. Et pourtant, effectivement, on lui a prêté quelque chose comme la métempsychose. Bon. Pourquoi ? Eh bien, c'est qu'il y a deux séries de fragments qui ne se recoupent pas et qui ont conduit les philologues, les historiens de la philosophie, à considérer, sur la base de données textuelles néanmoins, en particulier des témoignages que l'on peut tirer de la vie d'Empédocle de Diogène Laërce. Donc cela a conduit à considérer que très certainement Empédocle avait écrit deux poèmes, l'un qui est le poème sur la nature, l'autre le poème dit des purifications, en grec oi katarmoi. Les catharmes. Voilà. Et pourquoi ce poème ? Alors c'est toute une question, une énorme question que d'entreprendre de traiter ce problème-là. Mais disons que, pour dire vite, dans les catharmes, en tout cas c'est la thèse que je soutiens, Empédocle en quelque sorte décalque son message physique et l'énonce autrement pour répondre à une autre question que celle à laquelle il répondait dans la physique, qui est désormais comment les hommes doivent-ils vivre pour vivre en harmonie ? C'est-à-dire, ou encore, comment les hommes doivent-ils vivre pour atteindre un état plus harmonieux, plus abouti, plus accompli. Il ne parle pas de bonheur, mais effectivement, c'est cette problématique qui est derrière. Et c'est dans le cadre de ce poème, Les Catharmes, qu'il construit un récit mythique qui est très étrange, qui a fasciné dès l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et Nietzsche a écrit des belles choses dessus, je l'ai mentionné. Il construit un récit dont les héros sont des démons, daimones. Et tout le problème de savoir ce que sont ces démons, quel est leur statut, ainsi de suite. Mais si l'on suit un certain nombre de fragments et de témoignages autour de ces fragments, ces démons, effectivement, connaissent une série d'incarnations successives, ou d'incorporations, peut-être faudrait-il dire, successives. Et dès lors que ces démons étaient assimilés, et dès l'époque, dès le IVe siècle, dès lors que ces démons étaient assimilés aux âmes,
Alors, effectivement, on a pu considérer qu'Empédocle soutenait quelque chose comme la métempsychose. Mais disons, pour le dire en un mot, l'idée de métempsychose est l'effet d'une interprétation rétrospective du poème des Cathares à partir d'une grille de lecture empédocléenne, platonicienne, pardon. Et pour le dire encore plus simplement et plus radicalement, il n'y a pas de métempsychose chez Empédocle parce qu'il n'y a pas d'âme chez Empédocle. Il est question de démons entrant successivement dans plusieurs corps, mais il n'est pas question d'âme. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas question d'âme? Je ne joue pas sur les mots. C'est parce que ce que, à partir des platoniciens, on a considéré comme l'âme, la psyché, ne se trouve pas pensé comme cela par Empédocle. Mais c'est peut-être parce que c'est la psyché en elle-même qui rend la métempsychose complexe. Vous vous souvenez, au début de la recherche du temps perdu, le narrateur parle de la métempsychose des pensées antérieures, pas de l'âme. On peut imaginer que les pensées traversent. Et le fait est que nous nous posions aujourd'hui de bonne foi des questions qui étaient agitées par Empédocle il y a plus de 2500 ans, plaident en faveur non pas de la pensée magique qui voudrait qu'une âme se réincarne, mais de l'évidence que les pensées antérieures, elles, subissent le processus de métempsychose jusqu'à s'incarner provisoirement sous l'écume de nos individualités. Oui, effectivement, on peut donner à ce moment-là un certain sens à l'idée de métempsychose, ou quel que soit le nom que l'on donne au processus. Effectivement, il y a un fragment magnifique, un distique qui est fragment 117 dans la classification d'Hilskrantz, où Empédocle dit, Empédocle, le narrateur dit, car j'ai déjà été oiseau, poisson, arbuste, etc. Et toute la question est de savoir si, effectivement... Est-ce que c'est lui qui l'a déjà été, ou est-ce qu'il y a déjà eu oiseau ou arbuste, et que dans la dissolution ou la fracture du sujet tel qu'il l'envisage, ou plus exactement un sujet non encore constitué. Après tout, qu'est-ce qui me distingue du buisson qui n'est plus? C'est exactement cela. Et donc la fausse direction consiste à aller vers une lecture très de premier degré de ce distique, et qui consisterait à dire, alors voilà, celui qui parle a vraiment été un oiseau, vraiment été un poisson, vraiment été un arbuste. En réalité, nous avons un certain nombre d'éléments qui permettent d'interpréter autrement le fragment et d'y voir comme un fragment de la connaissance, c'est-à-dire qui se figure dans ce récit des Cathares sur le mode d'une incarnation successive, où ça peut se proférer ainsi ou se représenter ainsi, mais en réalité, de quoi est-il question? D'une manière d'habiter le monde qui fait que celui qui parle et connaît est en un sens oiseau, poisson, arbuste, jeune fille, jeune homme, et ainsi de suite. Revenons-en au démon. Il est un oracle de la nécessité, antique décret des dieux, éternel, scellé par de larges serments. Que l'un, dans son égarement, vienne à souiller d'un meurtre les chers membres, qu'après cette faute, il prête de surcroît un serment parjure, et il faudra aux démons qui ont obtenu longue vie errer 30 000 ans, loin des bienheureux, naissant à travers le temps en toutes sortes de formes mortelles, qui échangent les pénibles chemins de l'existence. Et la force de l'éther le pousse vers la mer le rejette sur les rivages de la terre vers les rayons du soleil éclatant, qui le relance dans les tourbillons de l'éther. L'un le reçoit de l'autre, et tous le détestent. De cela, moi je suis l'un, exilé loin du Dieu et errant, pour m'être fait le vassal de la haine en furie. Tous les jours, un compositeur est accolé à un présocratique par Midia Portis-Guérin, en plein accord d'ailleurs avec toute l'équipe. Aujourd'hui, à Empédocle, on a collé Dvorak. Qu'est-ce qu'on a bien fait, Jean-François Ballaudet? Ça me paraît assez bien, effectivement. Ouais. Oui, les accompagnements musicaux que nous avons eus jusqu'à présent, effectivement, traduisent par leur diversité de tons, effectivement, traduisent une certaine complexité de la figure empédocléenne.
spontanément pensé à Beethoven, si j'avais dû illustrer musicalement Empédocle, mais ce Dvorak-là me convient, oui. Et alors, revenons-en aux cathares, là, aux démons et leur signification. Est-ce que, quand Platon se sert des mythes, il fait œuvre de pédagogie. Il propose dans un langage peut-être plus accessible à d'éventuels lecteurs. Tout le délice d'ailleurs des dialogues de Platon en particulier, en partie repose sur l'utilisation qu'il fait de ces mythes prodigieux qu'il raconte, qu'il invente, comme l'Atlantide par exemple. Quand Platon se sert des mythes, il y a une vocation pédagogique parce qu'il y a également chez Platon un autre niveau de lecture qui est celui d'une rationalité qui se déploie, d'une dialectique complexe qui se met en œuvre et qui de temps en temps peut-être suppose, comme il faut des scolies à l'éthique de Spinoza, qu'on se détende un peu et qu'on rende les choses plus accessibles. Est-ce qu'avec Empédocle, on est dans la même problématique? Au fond, est-ce qu'il traduit en termes populaires ce qu'il veut penser ou les éléments de sa physique, ou est-ce qu'au contraire, la forme poétique telle qu'on l'a lu tout à l'heure ou telle qu'on l'entend depuis le début de cette émission est la forme nourricière et l'unique forme finalement, l'unique modalité d'expression des présocratiques? Les deux poèmes sont écrits en vers, mais effectivement, les deux poèmes sont versifiés par définition, disons dans ce temps-là. Et disons que oui, une différence possible entre les Cathares et le Périphuséos, le poème sur la nature, c'est la volonté de délivrer ce discours de salut auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui va passer par, en quelque sorte, une figuration avec du coup une autre signification, mais enfin une figuration et une personnification des processus évoqués dans le poème physique. Au fond, il y a un parallélisme qui est frappant, qui a souvent été remarqué, entre le début du monde, l'éclatement de Sphiros, l'irruption de Neikos, l'éclatement, la pluralisation, puis la reconquête progressive par l'amour de ce qui a été perdu, et puis le début du récit des Cathares, où l'on voit effectivement ce démon, puis ces démons chassés du royaume divin pour avoir accompli un forfait, un meurtre sanglant, redoublé d'un parjure, qui conduit ces démons à errer. Donc c'est comme l'équivalent allégorique de ces parcelles physiques qui se trouvent éclatées, répandues en tous sens et qui n'ont pas encore de lieu où aller. Mais la différence, elle est importante, c'est que ces démons qui naissent au devenir, chassés à la suite d'une faute première du royaume des dieux, ces démons vont vers le monde constitué. Les éléments les rejettent. Et donc le démon est le tiers exclu, et c'est cela que nous, en un sens, nous sommes. C'est cette parcelle spirituelle que nous allons être et dont nous allons faire ou ne pas faire quelque chose. Viens avec moi, maintenant que le cœur de la terre gémit de solitude et qu'au souvenir de leur union d'autrefois la mer, la ténébreuse, lève vers les terres ses bras de feu déployés. Et maintenant que le dominateur vient dans sa foudre attestant notre affinité avec lui jusqu'en bas dans les flammes sacrées. Mais si tu préfères quant à toi rester à l'écart, pourquoi m'envier ce destin? S'il n'est point la part à toi dévolue, ton bien, pourquoi me le prendre? Pourquoi te mettre en travers? Oh, vous, les génies, vous qui m'assistiez dans mes premiers pas, père des projets lointains, je vous remercie. Libéré de tout autre devoir, vous m'avez donné de conclure ici la longue somme de mes souffrances par une libre mort et dans la loi divine. Mais pour toi, c'est fruit défendu. Laisse alors et pars, et quand tu ne peux me suivre, ne juge pas.
Voilà donc la symphonie du Nouveau Monde ou du Nouveau Démon. On pourrait parler Verlan pour Empédocle. D'ailleurs, pour clore cette émission avec vous, Jean-François Ballaudet, le savoir-vivre philosophique, Empédocle, Socrate, Platon. C'est chez Grasset dans la collection du Collège de Philosophie. Je recommande d'ailleurs, il faut le lire en même temps que votre vocabulaire des présocratiques, paru dans l'excellente collection des vocabulaires de chez Ellipse. Jacques, on va passer au hip-hop et d'Empédocle à Foucault et on va passer surtout au journal des Nouveaux Chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Qui oppose à la mainmise du pouvoir sur notre vie non pas un contre-pouvoir parfaitement symétrique, mais une nouvelle politique de résistance basée sur la puissance créative de la vie. Des biopouvoirs à la biopolitique, le philosophe du jour, c'est Michel Foucault. Bonjour Judith Revel. Bonjour. Vous signez aux éditions Mille et une nuits un essai intitulé Foucault, une pensée du discontinu, dans lequel vous partez du constat que l'on fait souvent de la discontinuité de la pensée de Foucault, qui serait à la fois et tour à tour structuraliste et relativiste, anti-marxiste et néo-marxiste. Et au sein de son œuvre même, on a pu voir des discontinuités entre par exemple le passage d'une réflexion politique à une réflexion sur l'éthique. Et vous écrivez que ce n'est pas tant la pensée de Foucault qui est discontinue, mais que la pensée de Foucault est elle-même une pensée du discontinu. Alors, est-ce que ça veut dire que le reproche de forme qu'on lui adresse serait en fait une qualité de fond, Judith Revel? Alors, je pense que le problème est un peu différent. Moi, ce qui m'a intriguée dans les lectures qu'on fait de Foucault, qui sont foisonnantes et multiples, c'est l'extrême variété des visages de Foucault et l'extrême variété des champs d'application dans lesquels on faisait jouer ses concepts et sa pensée, qui était un peu le reflet de la manière dont il avait, lui, en permanence, changé, repris, il s'était déplacé, il avait changé de méthode, de concept, d'instrument, de champ d'enquête, etc., etc. Et je ne pense pas que Foucault était structuraliste, anti-marxiste, etc., mais ce sont des étiquettes qui lui ont été attribuées, et je me suis dit que finalement, personne n'avait jamais essayé de réfléchir au moment où, dans la pensée de Foucault, ça se réoriente, ça bouge. Or, une pensée, c'est toujours quelque chose c'est un travail, c'est une tâche difficile, c'est un mouvement, c'est un élan, mais c'est aussi des conditions de matériel, c'est aussi une prise sur le monde, c'est des choses extrêmement concrètes. Et du coup, je me suis mise à travailler à ces moments de transition, dont je ne savais pas très bien si c'était des moments de transition ou de rupture. C'est-à-dire des moments qu'on n'interroge jamais, par exemple le moment où Foucault passe d'un type de travail qui est essentiellement centré sur le discours, une préoccupation qui est davantage une préoccupation politique, ou alors quand il passe d'une analytique des pouvoirs à la fin des années 70 à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'éthique. Et je me suis aperçue qu'il y avait une forme de passage, ou une forme de transformation, ou une forme de métamorphose de la pensée, qui n'était pas linéaire, mais qui n'était pas non plus de l'ordre du saut, et qu'il y avait une sorte d'enjeu dans la définition, ce qu'on pouvait imaginer comme un travail de soi sur soi, ou un travail de la pensée sur elle-même. Et puis en creusant un peu, je me suis aperçue que finalement, il y avait un fil dans ces moments de transition, malgré leur diversité. Et ces moments de transition, en réalité, ils interrogeaient la notion même de discontinuité. Finalement, d'un bout à l'autre de sa pensée, et en particulier dans les moments où Foucault réoriente son travail. Et cette réorientation ne prend jamais la forme d'un abandon ou d'un déni ou d'un reniement de ce qu'on a fait avant, mais simplement des changements, et des changements qui sont explicites et volontaires. Dans ces moments-là, Foucault se met à travailler de plus en plus explicitement sur la notion de discontinuité. Alors c'est une notion qui a une histoire philosophique, en particulier dans la formation philosophique de Foucault et dans l'époque de Foucault, parce que c'est une notion qui travaille, par exemple, alors dans une infinité de champs, mais qui travaille aussi bien dans le champ de la littérature et de la critique littéraire à cheval entre les années 50 et 60, dans le nouveau roman, dans la nouvelle critique. Mais c'est aussi une notion qui travaille dans l'histoire, au croisement entre l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie, en particulier chez quelqu'un qui a beaucoup influencé Foucault et dont on ne parle pas assez, qui est Georges Canguilhem, dans le sillage de... Oui, vous consacrez un chapitre en rapport de Bachelard, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi une notion qui travaille dans certaines lectures de Nietzsche, etc., etc. Et du coup, Foucault n'est ni canguilhémien, ni nietzschéen à la lettre, ni simplement un représentant de tel quel, pour le dire rapidement. Mais il récupère cette problématisation-là et il la décline d'une manière assez étonnante, parce que finalement, c'est à la fois une question sur comment puis-je construire ma propre pensée,
d'une manière qui est différente de celle dont on est habitué à penser les pensées des auteurs dans le corpus de l'histoire de la philosophie. Et c'est aussi, et en même temps, et c'est une question qui vaut pour aujourd'hui, qui est une question philosophique, mais qui est une question aussi politique, et je crois que Foucault ne distingue pas entre le champ philosophique et le champ politique. Comment est-ce qu'on peut instaurer de la discontinuité, comment est-ce qu'on peut instaurer de la différence dans l'époque qui est la nôtre, sans nier les déterminations qui sont les nôtres, puisqu'on est des produits d'une histoire qui nous fait être ce que nous sommes, historiquement, socialement, économiquement, etc. Mais comment est-ce qu'on peut rompre, casser, tordre, dévier, faire jouer le temps qui est le nôtre. Alors concrètement, comment est-ce que ces changements s'opèrent? Si vous dites que finalement l'analyse et la réflexion du discontinu est ce qui permet de passer d'un domaine de réflexion à un autre, soit de la littérature à la politique ou plus tard de la politique à l'éthique, comment est-ce que ça s'opère concrètement? Quel est le lien? Si le lien c'est le discontinu, quel texte, quelle question permet à Foucault de passer de l'un à l'autre? Alors, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, j'ai une hypothèse qui est une hypothèse en partie confirmée. Ça m'a fait très plaisir d'en parler récemment avec lui, par Daniel Defer, qui a été le compagnon de Foucault et qui travaille énormément sur Foucault, qui va publier bientôt le cours de 70, La volonté de savoir, qui est un cours que personne ne connaît, qui sort, je crois, en janvier. Et l'hypothèse que j'en ai, donc, avec laquelle Daniel était en partie d'accord, c'était que chez Foucault, les moments de retournement ou de réorientation sont toujours liés à des expériences. Il y a des philosophes chez qui le travail conceptuel précède le rapport à l'expérience. Quand on pense à Deleuze, par exemple, la production de concepts est ce qui va permettre d'ouvrir des champs d'expérience. Dans l'antipsychiatrie, dans la réflexion sur la schizophrénie, dans le rapport aux politiques, etc. Chez Foucault, c'est l'inverse. C'est toujours une expérience, par exemple l'expérience d'avoir été à Sainte-Anne, d'abord patient, puis d'avoir fait un certificat de psychologie dans les années 50, va générer le rapport à la folie. L'expérience directe du groupe Information Prison en 72-73 va générer une réflexion sur le pouvoir. L'expérience des mouvements gays à Berkeley dans la seconde moitié des années 70, à laquelle Foucault prend part, va générer une réflexion sur les normes, sur l'identité, etc., etc. Donc il y a toujours une expérience, et une expérience qui remet à l'ouvrage, ou exige que l'on remette à l'ouvrage sa propre pensée et ses propres certitudes, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant est faux, ce n'est pas en termes de vérité ou d'erreur que ça se passe, mais que le type de problématisation qu'on construit, le type d'objet qu'on choisit et le type d'architecture interrogative sur laquelle on bâtit sa pensée se reformule. Et se reformule en fonction d'exigences qui ne cessent pas d'avancer parce que le temps avance et que l'histoire est toujours là. Donc la pensée du discontinu serait dictée par l'expérience elle-même plus que par une injonction théorique. Merci beaucoup Judith Revel. Le titre de votre livre c'est Foucault, une pensée du discontinu, et on trouve ça aux éditions Mille et une nuits. Et on finit avec du sexe. C'est une façon de le dire, oui. Du contrat social de Rousseau au contrat sexuel de Carol Pateman. Les éditions de la Découverte publient ce mois-ci un ouvrage de la philosophe américaine, Carol Pateman donc, qui se demande par quel étrange paradoxe le contrat social, censé instituer la liberté et l'égalité civile, a-t-il maintenu les femmes dans un état de subordination. La première édition de l'ouvrage en anglais remonte à une vingtaine d'années, mais c'est la première fois qu'il est traduit en français. Et son sujet et ses méthodes d'analyse sont toujours autant d'actualité, comme le montre la préface de Geneviève Fraisse et la postface d'Éric Fassin. Dans le livre, on y découvre que le passage de l'ordre ancien du statut à une société moderne du contrat ne marque en rien la fin du patriarcat, ce qui permet à la philosophe cela permet à la philosophe de mettre au jour l'envers refoulé du contrat social, le contrat sexuel donc, qui via le partage entre sphère privée et sphère publique, fonde la liberté des hommes sur la domination des femmes. Le fin mot de ce livre, c'est à partir du féminisme de proposer une critique de la philosophie politique libérale dans son principe même, en analysant différents types de contrats, le contrat de mariage, mais aussi l'ensemble des contrats qui touchent à la personne, de la maternité de substitution à l'esclavage et au salariat. C'est le contrat sexuel, c'est par Carol Pateman, et on trouve ça aux éditions de la Découverte. Empédocle, Foucault, le contrat sexuel. C'était le volcan du jour. Merci à tous. On se retrouve sur Internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et une bibliographie aussi complète que possible. On se retrouve demain aussi pour la suite de cette semaine sur les présocratiques. Demain, on parlera de Démocrite en compagnie de Heinz Wiesmann et Jean Salem, liés l'un et l'autre de façon empédocléenne ou foucaldienne par un profond désaccord sur la question de l'atome. Vous verrez, vous entendrez, comme dit Adèle, le lien c'est le discontinu. Et dans le journal des Nouveaux Chemins, d'ailleurs, je signale qu'on recevra Guillaume Leblanc. Adèle reçoit Guillaume Leblanc, excellent et rare spécialiste de Canguilhem, justement, qui viendra demain parler d'étrangeté. 10h59 sur France Culture.